Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur Alizé Guadeloupe pour cette édition du soir. Nous sommes le mercredi 9 décembre et nous commençons tout de suite avec un aperçu politique. Le deuxième tour des élections régionales. Chalus et Victorin Lurel sillonnent l'archipel, l'un pour conforter son avance, l'autre pour combler son retard. Les médias auront-ils droit à un débat entre ces deux protagonistes ? Avis tout de suite d'Éric Pommier, suivi du politologue Georges Calix. À J-4, chacun des candidats rescapés du premier tour, Harry Chalus et Victorin Lurel, y va de sa stratégie de communication, mais le terrain reste la priorité pour les deux. Pour Harry Chalus, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, objectif, conforter son avance du premier tour. En revanche, Victorin Lurel veut assurer une campagne de conscientisation. Premièrement, conduire les gens à s'exécuter au devoir de citoyen et donc inciter cette population boudeuse du premier tour à aller voter. Mieux, le débat pour le candidat sortant est l'ultime recours pour tenter de sauver son siège de président de région. Victorin Lurel, adepte du débat, demande à son adversaire de se plier à l'exercice du face-à-face. Le débat, oui, cet exercice dont l'un des avantages est qu'il permet d'éduquer les électeurs très rapidement et complètement. En effet, un bon débat politique permettrait aux électeurs d'évaluer les deux candidats. Un débat suit un principe, c'est le principe du contradictoire. C'est-à-dire qu'en général, c'est le président sortant qui arrive en tête, et donc il appartient à son challenger de montrer les faiblesses de son programme. Mais là, nous sommes dans une situation tout à fait inverse, où le président sortant arrive en seconde position, et c'est le challenger qui arrive avant. Nous sommes exactement dans la même situation en 2004, rappelez-vous, où le président sortant était arrivé avant la présidente sortant en 2004 et donc n'avait pas accepté le débat. Pourquoi ? Parce que lui, comme actuellement son challenger arrive en tête, estime qu'à partir du moment où le président sortant a un programme et que ce programme et qu'il arrive en deuxième position, c'est que le suffrage populaire n'a pas validé, en tout cas une partie du suffrage populaire n'a pas validé ce programme. Faut-il comprendre que les jeux sont déjà faits au regard des résultats des premiers scrutins ? Pour Harry Chalus, les choses sont claires. Son communiqué envoyé aux médias dès le lundi 7 octobre, au lendemain d'une victoire quasi programmée, annonce le refus de se confronter à son adversaire direct. Le débat n'a qu'une influence limitée, d'autant que vous avez constaté que cette campagne s'est jouée moins sur les médias audiovisuels et davantage sur les réseaux sociaux. C'est là où il y a eu la véritable campagne. Donc le débat classique de type contradictoire a son utilité, mais ne concerne, à mon avis, en tout cas pour faire évoluer les opinions, qu'une frange assez ténue de la population électorale. Le combat se gagnera donc aux urnes. Verdict finalement le 13 décembre prochain, élection régionale deuxième tour, où semble-t-il, le suspense aurait déjà perdu en intensité. Politique toujours. Aucune consigne de vote précise n'a été donnée par Laurent Bernier cet après-midi lors de la conférence de presse donnée à Pointe-à-Pitre. Mais on comprend qu'à travers ses propos, son choix est déjà fait. Au lendemain du premier tour des élections régionales, la tête de liste, la Guadeloupe solidaire, qui a obtenu 4,49% des suffrages exprimés lors du premier tour, a tenu à faire un point. Patrick Curie était sur place. C'est sur un ton solennel que la tête de liste, la Guadeloupe solidaire, Laurent Bernier, a fait sa déclaration de remerciement et d'analyse des résultats de la droite. Lors de sa déclaration, pas de consigne de vote clairement affichée. Le président de région sortant, Victorin Lurel, a résisté dans certaines communes, mais il apparaît considérablement affaibli électoralement par le désamour suscité autour de sa personnalité, de ses excès parfois, et surtout de son bilan à la tête de la collectivité régionale. Ce résultat, tout autant que le très fort taux d'abstention de près de 53%, démontre que les Guadeloupéens aspirent à une autre façon de faire la politique et qu'ils sont désormais officiellement et majoritairement demandeurs de ce changement. C'est désormais Harry Chalus qui l'incarne.
L'histoire politique de la Guadeloupe et des scrutins régionaux nous enseigne qu'une tendance telle que celle qui s'est exprimée le 6 décembre va se confirmer le 13 décembre prochain. Au-delà de cette échéance, Laurent Bernier souhaite que la Guadeloupe rassemblée se mette au travail dès le 14 décembre. Journée de la laïcité. Cette année, plus que jamais, après les terribles événements subis par notre pays, le président de la République, François Hollande, a souhaité que le 9 décembre soit célébré dans tous les établissements scolaires. La laïcité, je cite, c'est la liberté de conscience et les règles qui font que les religions n'ont pas de place dans les écoles. Richard Scott-Tamar s'est rendu au collège Sadi Carnot de Pointe-à-Pitre où il a rencontré des professeurs et des élèves. Au collège Carnot ce matin, entre 8h et 9h, une centaine d'élèves se sont alignés dans la cour, formant les 2 années 1905-2015 et le mot laïcité. Pendant ce temps, au collège de Kermadec, les élèves créent des panneaux permettant d'expliquer les notions de laïcité à leurs petits camarades. Que dans tous les établissements de France, nous avons donc cette journée symbolique concernant bien évidemment les événements qui se sont déroulés. C'était pour marquer, je le pense, un moment fort, puisque la laïcité, c'est quelque chose que nous vivons tous les jours, puisque nous sommes bien dans un établissement laïque. Mais nous avons donc une charte dédiée, et cette charte que nous avons affichée dans tous les établissements scolaires, elle est aussi présente dans les règlements intérieurs des établissements, et donc figure dans le carnet scolaire des élèves. Donc les élèves, tous les jours, vivent et utilisent la laïcité au quotidien, ainsi que les parents et toute la communauté scolaire. Voilà. Cela fait 110 ans que fut enfin votée cette belle loi dont le temps veut ternir la beauté. C'était une version douce, sagement équilibrée. Il incombe donc à tous de bien la célébrer. C'est tout le corps enseignant des 2 établissements qui s'était mobilisé pour faire saisir et partager aux élèves l'importance de la notion de la laïcité. Alors, nous avons étudié la laïcité en classe, enfin la charte de la laïcité. Nous avons vu les différents articles et nous avons chacun choisi un article qui nous plaisait. Ensuite, on a expliqué pourquoi on les met. Alors, ils sont intéressés, ils comprennent à partir du moment où on ne plaque pas la laïcité comme un texte de loi à lire. Ça nécessite de changer nos façons aussi d'aborder les enseignements. C'est tout le contexte de la réforme du collège. Donc si on prend les articles les uns indépendamment des autres, qu'on travaille sur des études de cas pour se servir de la charte de la laïcité et même de la loi sur la laïcité comme d'un outil de travail qui permet de comprendre, si on explique les mots, si les élèves s'approprient les choses, ça marche très bien. Après les terribles attentats du 13 novembre dernier, la demande expresse de faire de la journée de la laïcité un événement majeur aurait été formulée par le président de la République lui-même. Un mot d'économie à présent. À noter que la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prendra effet le 1er janvier prochain. Il s'agit en effet de la complémentaire santé collective qui devient obligatoire pour toutes les entreprises du secteur privé et ce, quelle que soit leur taille. Muriel Barlagne a rencontré le président de la Fédération des TPE, des très petites entreprises. Elle s'appelle Loi de sécurisation de l'emploi. Votée le 14 juin 2013, elle rend obligatoire la souscription à une complémentaire santé dans les entreprises du secteur privé, quelle qu'elle soit, à partir du 1er janvier 2016. Autrement dit, avant la fin du mois de décembre 2015, les employeurs doivent avoir souscrit un contrat auprès d'une mutuelle généraliste, une institution de prévoyance ou une compagnie d'assurance. Ce contrat doit présenter des garanties minimales. Le contenu doit respecter ce que l'on appelle les règles du contrat solidaire responsable et comporter un panier de biens, un panier de soins minimum. Par exemple, la consultation chez le généraliste ou à l'hôpital couverte à 100%. Le ticket modérateur en matière de pharmacie, en matière de laboratoire. Doit aussi couvrir 125% en matière de la base sécurité sociale en matière dentaire.
et prévoit l'obligation de couvrir un minimum et un maximum en matière optique. L'employeur doit s'engager à couvrir au moins 50% de la cotisation à l'organisme prestataire. Le reste est à la charge du salarié. Ce dernier peut refuser la complémentaire santé de l'entreprise sous certaines conditions, notamment s'il en a déjà une et que l'employeur prévoit cette possibilité. En France, près de 3 millions de personnes ne seraient pas couvertes. Cette loi est perçue comme une avancée sociale. C'est une bonne chose parce qu'effectivement, on a à un certain moment souffert que nos salariés, nous, petites entreprises, ne bénéficiaient pas de certains droits. On savait que, par exemple, que les salariés des fonctionnaires avaient un certain nombre de droits, des grandes entreprises. Oui, c'est tout à fait normal que les entreprises qui travaillent dans la petite entreprise retrouvent un certain nombre de droits. Ce qui fait qu'ils auront plus confiance pour venir travailler dans une petite entreprise. Et c'était ça la difficulté, que beaucoup de jeunes qui sont en compétence, ils n'osaient pas venir travailler dans une TPE. En Guadeloupe, environ 35% des entreprises ont déjà fait cette démarche qui peut ouvrir droit à une exonération de charges sociales. Les retardataires n'ont plus que quelques semaines pour se mettre en conformité avec la loi. Il y a une dizaine de jours, souvenez-vous, nous avions rencontré 3 jeunes qui avaient choisi le RSMA pour trouver leur voie professionnelle respective. Aujourd'hui, Patrick Curie a rencontré un ancien de ses stagiaires de régiment, David Gob. Ce jeune Guadeloupéen avait fait le choix de se former il y a quelques années déjà, donc au RSMA dans un premier temps, et il nous raconte la suite tout de suite. Tout n'a pas été facile pour ce jeune à l'époque en difficulté. Il a abandonné ses études en 3e, effectué des jobs jusqu'au jour où il a décidé d'entrer au RSMA. Il a effectué une formation d'avril 2010 à avril 2011 en tant qu'apprenti en menuiserie avant de partir en Bretagne pour passer une formation de serveur où il devient responsable de salle. Pour être un peu plus rassuré et me prendre en confiance un peu plus, alors j'ai pris ce poste dans la menuiserie, mais ce n'était pas mon domaine. Menuiserie, c'était pas mon domaine, c'était plus la restauration, l'hôtellerie, la restauration, barman et tout ça. Et du coup, maintenant, j'ai fait 1 an de la menuiserie et ça fait 5 ans que j'ai quitté le RSMA de la Guadeloupe. Et maintenant, je me suis orienté dans l'hôtellerie. J'ai passé mon diplôme à l'AFPA, c'est une formation professionnelle que j'ai eue. Et j'ai eu pas mal de diplômes. Maintenant, je travaille dans l'hôtellerie, dans les restaurations, dans les bars en Bretagne. David Gob reconnaît le travail fait par le RSMA, véritable centre de formation et d'accompagnement des jeunes. C'est grâce à RSMA que je connais cette vie-là. Si ce n'était pas le RSMA, je ne serais pas en métropole en train de travailler dans un hôtel ou travailler dans la restauration, être compétent quoi, dans le monde, dans la vie. Quoi. Je dis aussi, avant d'entrer, j'étais perdu, j'étais con, voilà, je suis ressorti quand même avec une certaine expérience et je suis fier de moi. Social à présent, en arrêt de travail depuis vendredi 4 décembre dernier, le personnel de l'hypermarché Carrefour du centre commercial de Milénis s'était mobilisé pour lutter contre le non-respect des accords binaux votés en 2009. Le délégué du personnel, Lucien Viardot, se satisfait d'une augmentation de salaire de 40 €, mais signale ne pas avoir atteint les objectifs escomptés et attend la signature finale qui aura lieu demain, jeudi 10 décembre 2015. Richard Scott-Tamar nous en dit un peu plus. Bien que le mouvement de grève débuté en fin de semaine dernière par les employés de Carrefour Milénis ait cessé depuis lundi matin, les représentants du personnel sont toujours en négociation avec la direction de Carrefour Milénis. La source du conflit est, selon les représentants du personnel, le non-respect par la direction de l'accord BINO, cette fameuse prime de vie chère mise en place pour la Guadeloupe, octroyée aux salariés des entreprises de droit privé adhérant à l'accord. Le financement de cette prime est supporté par l'employeur, la collectivité locale et l'État. Selon le délégué du personnel, Lucien Viardot, l'accord final devrait être signé d'ici demain, jeudi 10 octobre.
En bref, notez que le conflit qui a affecté pendant une semaine le centre de courrier de Bergevin à Pointe-à-Pitre, après la signature samedi d'un protocole d'accord, tous les postiers ont repris le travail. Les grévistes auraient notamment obtenu le maintien de 14 emplois sur le site donc de Bergevin. Notez cependant que les centres de distribution de courrier de Saint-François et des Abîmes ont cessé le travail. Caraïbes à présent. On en revient à l'actualité donc de notre grande région Caraïbes où Anne-Elisabeth Artsen nous parle des liaisons directes entre Barbade et la Colombie, la fin des sanctions contre les déserteurs cubains et enfin le Mexique qui devient le plus gros acheteur de riz du Guyana. À l'occasion d'un vol inaugural en Colombie, le Premier ministre par intérim Richard Silly, qui est également ministre du Tourisme et du Transport international, a exprimé le souhait que la Barbade puisse renforcer son partenariat avec la compagnie aérienne Avianca Airlines. L'Airbus A318 d'Avianca, qui peut accueillir 100 passagers avec 88 sièges économiques et 12 en classe affaires, opérera entre la Barbade et la Colombie les mercredis et les samedis. Nous sommes bien sûr très heureux que ce vol soit devenu une réalité, a déclaré Richard Silly, ajoutant que les représentants de la compagnie aérienne et son gouvernement travaillent de concert pour parvenir à des vols quotidiens dans les plus brefs délais. Le Premier ministre a déclaré que le partenariat avec Avianca en valait la peine car il représente une opportunité pour la Barbade de pénétrer le marché latino-américain. Avianca est en effet la deuxième compagnie aérienne en Amérique latine et membre de la Star Alliance, la plus grande alliance aérienne dans le monde. Depuis une quinzaine d'années, c'est une des initiatives du régime communiste cubain pour engranger des devises après l'effondrement du bloc soviétique. Envoyer des professionnels, médecins, ingénieurs, enseignants, entraîneurs sportifs, travailler dans des pays amis d'Amérique latine ou d'Afrique. Très vite, des organisations anticastrices basées en Floride ont mis sur pied des filières pour exfiltrer les volontaires, aidés par une législation taillée sur mesure, le Cuban Medical Professional Parole Programme, CMPPP, adopté en 2006 sous l'administration de George W. Bush. Ce dispositif accorde aux médecins cubains dissidents la validation de leur diplôme et leur permet d'exercer aux États-Unis. Censées reposer sur le volontariat, les missions sont dans les faits difficiles à refuser. Un jeune diplômé qui refuse une expatriation de 2 ans risque de voir son avancement bloqué. S'il accepte, outre un salaire attractif, près de 1 000 € mensuels, contre moins de 50 s'il reste à Cuba, il bénéficiera de plusieurs avantages à son retour. Depuis le dégel diplomatique entre Cuba et les États-Unis, l'île renoncerait aux sanctions contre ceux qu'elle appelle les déserteurs. Interdiction de revenir pendant 7 ans et titre de médecin révoqué. Les candidats au retour pourraient ainsi reprendre leur activité. Le Guyana était à la recherche de nouveaux marchés, en particulier depuis que le Venezuela, qui achetait 30% des exportations de riz, a annoncé qu'il ne se fournirait plus à partir du Guyana après le changement de majorité en mai dernier. Le Premier ministre du Guyana, Moïse Nagamutu, a déclaré qu'il a récemment reçu une lettre du président du Mexique donnant mandat à son ambassadeur pour engager des discussions en vue de l'achat du riz du Guyana. Il nous a dit que le Mexique serait en mesure d'évaluer les propositions que nous lui avons faites et de se décider dans un délai de 5 semaines, a déclaré le Premier ministre. Il me semble que le Mexique serait un très gros client pour notre riz. Peut-être sera-t-il en mesure de remplacer le Venezuela, ce qui permettrait de maintenir l'activité de nos agriculteurs, a-t-il déclaré. Moïse Nagamutu a rappelé que le Guyana vend toujours du riz à 38 pays et a réitéré l'engagement de son gouvernement à chercher plus de marchés pour le riz du Guyana. Petit point météo, les pluies de cette nuit laisseront entrevoir un ciel plus dégagé demain, jeudi 10 décembre à Pointe-à-Pitre. Le temps sera variable, avec la possibilité de développement de foyers nuageux, orageux, quelques gouttes en matinée et en début d'après-midi. Le vent sera faible, les températures seront comprises entre 25 et 27 degrés. Voilà, notre journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, votre Minute Sport, suivi de votre bulletin météo, du journal de TF1 et de votre émission, Le meilleur pâtissier. Excellente soirée à tous sur Alizé Télévision. L'info continue sur alizé.com. Je vous donne rendez-vous demain, 12h30. Excellente soirée.